Madame Célestine Zanon, Mesdames, Messieurs, la République, dira l'autre, n'est pas seulement le nom de l'État-nation et de son régime, et à Célestine Zanon, l'auteur de Conviction, de prévenir que la compromettre, c'est mettre en péril l'idéal national. Eh bien, un idéal national qui, vous en conviendrez avec moi, de toute évidence, va de pair avec celui démocratique, difficilement dissociable des axiomes politiques. Démocratie, république, nation, trame de conviction, c'est autour de ces références établies et immuables, soutenues aujourd'hui par des principes conditionnés par différents contextes, que s'articulera cette deuxième interview de Madame Célestine Zanon. Et pour l'exercice, vous l'avez annoncé, je suis avec Ogassou au débat. Voilà, c'est un plaisir d'officier avec vous en duo. C'est dans l'air du temps, mais bon, trêve de plaisanterie, sérieusement. Je dois d'abord dire toute mon admiration à Madame Célestine Zanon, puisque au-delà de convictions présentées comme un repère, j'ai la faiblesse de croire que cet acteur de la vie politique du Bénin est aussi un repère dans la galerie des figures politiques du Bénin. Et donc, au-delà de cet exercice, et après nos confrères, on voudrait traire davantage les convictions que par un dialogue imaginaire et virtuel avec votre livre, Expédie vous a présenté un certain nombre de vos convictions essentielles qui traversent tout le livre. On voudrait, avec vous, en délibérer sur des modalités pratiques de mise en œuvre dans la cité, puisque au bout de vos expériences, vous apportez également des préconisations essentielles à la tenue, à la bonne marche de la République pour la durée et pour la construction de l'idéal nommé nation. Alors, quand vous dites du bonheur de gouverner, quand vous en parlez dans votre ouvrage Conviction, en cette citation, il s'agit ici prioritairement de fonder un échiquier politique qui sorte des sentiers battus par des vents du dirigisme, le mot que j'ai dans la première interview, le dirigisme souvent opportuniste, du régionalisme et du clientélisme. Et vous, en page 142, vous précisez que, citation, la bonne gouvernance politique, c'est la légitimité populaire qui fait la loi, et ce n'est pas la loi qui fait la légitimité. Vous tracez là, en filigrane, comme une sorte de programme de gouvernance, de modèle de démocratie de république. À travers les différents modèles qui sont expérimentés sur les yeux sur la planète, prenons le modèle chinois, une sorte de libéralisme dirigiste, le modèle occidental, démocratie libérale. Entre ces différents modèles, qu'est-ce qui vous apparaît comme modèle approprié à la réalisation de l'idéal que vous nommez nation, d'accord, fondé sur la démocratie et une république solide? Quel est votre modèle? Effectivement, la Chine a un modèle. Ce que je constate en Chine, c'est qu'il y a un modèle politique et un modèle économique. En Chine, c'est le communisme sur le plan politique. Et sur le plan économique, c'est le capitalisme. Hong Kong a tenté de sortir du communisme, on a dit non, il faut rester dedans. Bon, je peux dire que ça marche, puisque aujourd'hui, la Chine occupe économiquement une place importante dans le monde. En Europe, dans la gouvernance à couronne ou sans couronne, donc les pays dirigés par reine ou roi et autres, et les pays dirigés par les présidents, nous avons, sur le plan politique, la démocratie. Qui dit démocratie dit liberté d'opinion, liberté d'expression, état de droit, tout ce que vous voulez. Et sur le plan économique, on a le capitalisme. En Europe, en Occident, ça ne marche pas comme en Chine. Parce que sur le plan économique, d'abord sur le plan politique, liberté d'expression, liberté d'opinion, le peuple a la parole. Ce peuple a la parole, on peut même faire démissionner des ministres. En Europe, vous vivez ça. Mais sur le plan économique, ça ne marche pas et cet espace est devenu l'espace des multinationales, où les riches
sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc, c'est deux modèles différents. La pandémie de la Covid nous donne une lecture. Vous voyez en Europe tout ce que nous voyons comme vidéos qui contestent la vaccination aujourd'hui. Tout ce que nous voyons vient des pays à démocratie occidentale. Donc, le peuple a la parole. Bon, en Chine, on vaccine, hein, on n'entend rien. On vaccine. Et ici, on conteste. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit dans Conviction, c'est de choisir ce qui peut nous faire avancer. Nous sommes déjà dans la marche de la démocratie. Nous devons y rester. Mais il faut y rester en l'inculturant. Il faut inculturer la démocratie en Afrique, c'est ce que Conviction préconise, et rester dans un système où le bonheur est partagé. Parce qu'en Chine, pour nourrir 1 milliard de gens, si le partage n'est pas au cœur de l'économie capitaliste, les Chinois n'auraient pas y arriver. Donc, il y a le partage. Comment faire pour que nous aussi, tout en copiant ce modèle économique chinois, nous puissions faire du partage une réalité et endiguer la pauvreté chez nous? Alors, puisque vous imputez les infortunes du concept démocratie, développement en Afrique comme le prix payé au déficit de légitimité des dirigeants, au silence du débat idéologique, des carences structurelles auxquelles vous préconisez justement une inculturation démocratique, est-ce à une tropicalisation ou à une africanisation de la démocratie que vous appelez? Et suivant quelle modalité, madame? Cette question m'a été souvent posée et je l'ai entendu souvent, le mot tropicalisation. Donc, dans Conviction, j'appelle à une redémocratie. Parce que la démocratie est en panne, pas seulement au Bénin. La démocratie est en panne au Bénin, en Afrique et dans le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. La démocratie est en panne. Mais je crois que s'ils n'avaient pas, ce pays n'avait pas des institutions fortes, ils auraient basculé. S'ils n'avaient pas construit, c'est pour ça que je dis que l'idéal, la nation est un idéal. C'est un idéal en construction permanente. Et vous construisez l'idéal avec des institutions fortes. Sinon, en une journée, Trump foutait tout en l'air. Mais les États-Unis ont résisté. Donc, pour répondre à votre question, je vais me référer plutôt à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne et puis à la France. C'est des pays proches, hein? Mais l'Allemagne, c'est une chancelière. Elle vient de boucler 18 ans, je crois, à la tête de son pays, qui a un président et qu'on ne voit jamais. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez la reine. Vous avez en France, c'est l'Élysée avec le président. Est-ce que c'est une tropicalisation? C'est ce que j'appelle une inculturation. Et l'Afrique piétine parce qu'elle n'a pas trouvé son modèle de démocratie qui tienne compte de ses valeurs. La démocratie est en panne dans le monde. Chaque pays, là où il se trouve, doit travailler à retrouver quelque chose qui inspire de plus en plus confiance sur la base de son histoire, de sa géographie, de sa culture, de ses traditions, de ses mœurs. Et c'est à cela que Conviction appelle, et non à une tropicalisation. Vous me permettez d'insister sur les modalités d'appropriation par les Africains d'un modèle démocratique qui accompagne l'efficacité économique afin d'aboutir au projet, au grand projet qui constitue votre idéal, la nation. D'ailleurs, pour tout le monde, je présume. Modalité pratique, quand vous préconisez l'inculturation démocratique en Afrique, aujourd'hui en Astérie, sous beaucoup d'horizons, sous les tropiques, concrètement, ça dit quoi, inculturer la démocratie en Afrique? Ma consoeur vous a titillé par le vocable de la tropicalisation. Vous y avez échappé, mais sans atterrir sur une délibération concrète. Je l'ai précisé en 2015 dans une plaquette que j'ai publiée sur la réforme du système partisan, qui a été structurée en 3 parties. Mais quand j'ai été dans des rencontres au niveau africain, le discours que j'ai tenu et ce que j'ai expliqué et qui a convaincu les gens avec qui j'échangeais, c'est que le Japon est une démocratie. Et nous avons un empereur là-bas. La Grande-Bretagne, c'est une démocratie. Nous avons une reine là-bas.
La France est une démocratie. Vous prenez la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. Tout ça, ce sont des démocraties. Et vous voyez l'échiquier, comment ça se présente. L'Afrique, notre continent, est devenue la terre d'expérimentation des modèles de démocratie étrangers à ces réalités socio-culturelles. Nous nous plaignons de ce qu'on révise la Constitution, de ce que des présidents ont fait 20 ans, 30 ans. Nous nous plaignons de ça, mais nous n'allons jamais au fond pour savoir pourquoi c'est comme ça. On ne peut pas être une terre d'expérimentation des modèles étrangers à nos réalités socio-culturelles et espérer avoir autre chose que ce que nous avons. Donc l'inculturation dont je parle, c'est l'appel à l'élite pour une réflexion, l'élite africaine, pour une réflexion pour que l'Afrique se dote d'un modèle de démocratie plus adapté à ses réalités socio-culturelles. Je crois qu'avec ça, nous aurons réglé beaucoup de problèmes dans nos pays. Il brûle la piste de vous poser une autre question. Alors, dans vos convictions, en page 138, vous dites « Lorsque des particuliers s'emparent du souverain aussi facilement que l'État est complice et impose leur vue du système politique, notamment partisan, on doute que la démocratie ait changé en dictature. » Alors, au terme d'un mandat qui a fondamentalement été marqué par la réforme du système partisan, puisque vous en parlez, à mi-chemin entre vos convictions et votre regard sur cette réforme majeure de l'ère talent, pensez-vous que tout s'est fait comme il faut? Et dans le fond, qu'auriez-vous préconisé pour ces réformes politiques opérées qui semblent avoir fait le lit à une démocratie aujourd'hui qui exclut? Bonne question, bonne question. Je reviens à ma réflexion de 2015, qui est d'ailleurs dans le livre, je crois que c'est ça que vous avez cité. La réforme du système partisan, en principe, c'est une démarche. Elle doit répondre à une démarche. Et le reproche que je fais à la réforme, c'est dans le mémorandum que j'ai publié dans le livre. Le reproche politique et le reproche technique que je fais, c'est que une réforme majeure, une réforme de cette nature doit obéir à une démarche qui intègre toutes les intelligences du pays et non les intelligences d'un camp. Nous avons péché sur ce plan-là et je pense que toute marche où on tombe, on se relève, nous allons un jour nous retrouver sur un terrain pour corriger ce qui doit être corrigé afin que une réforme des systèmes partisans telle que nous le préconisons et telle que nous le voulons dans conviction crée dans notre société des sensibilités. Vous voyez, par exemple, en France ou dans d'autres pays, il y a des sensibilités. Et on dit, même au Ghana ici, je l'ai expérimenté, il y a des sensibilités, on dit toute cette région est de gauche. Ça veut dire qu'on a travaillé à créer une sensibilité. Toute cette région est de droite et les gens travaillent à maintenir des élus de cette tendance-là à la tête de ces régions. Et donc, nous n'avons pas réussi à mettre en place une société de confiance. Une société de confiance. Vous avez certainement remarqué que chez nous, et depuis des années, tout se règle au palais. Il y a un problème dans un quartier, la population crie « Président de la République », alors qu'il y a des paliers où ces problèmes peuvent être réglés. Donc, c'est une réforme qui doit aller pas à pas, responsabiliser les étapes qu'il faut et surtout créer des sensibilités. Je garde l'espoir que cette réforme-là, dont je rêve, cette réforme prendra forme au Bénin. Alors, quand on vous entend délibérer sur cette question, on a l'impression d'entendre un regret. Une sorte de reproche au personnel politique dirigeant d'avoir trahi en fait le principe du consensus hérité de la conférence nationale. Il y a comme une trahison que vous dénoncez. Je ne dénonce pas une trahison. Je pense que je l'ai dit dans le livre. C'est un parcours. C'est un parcours et parfois, quand certaines étapes sont sautées, vous êtes face à certaines réalités. J'ai récemment eu l'honneur de discuter avec quand même quelqu'un de très très haut de la hiérarchie dirigeante et qui m'a sorti une phrase qui me tourne dans la tête jusqu'à maintenant, qui confirme ce que j'ai dit dans le livre, m'a dit « Nous sommes tombés dedans ». Mais dans le livre, vous verrez que je dis quelque part, ce pays, il est petit, mais il est grand par ailleurs.
Et donc, quand vous n'avez pas fait l'apprentissage et que vous tombez dedans, pour le diriger, ce n'est pas simple. Et donc, j'ai aimé cette humilité dont ce personnage, cette personnalité a fait preuve en me disant, Célestine, nous sommes tombés dedans et ce n'est pas simple. Et je voudrais trouver là des circonstances atteignantes pour les couacs qu'il y a, parce qu'il faut avoir réfléchi à cela. Je parle aisément de la réforme du système partisan parce que ça fait 20 ans que je réfléchis là-dessus. Et donc, si quelqu'un n'a pas réfléchi là-dessus et se retrouve propulsé à ce niveau de responsabilité, avec tout ce que ce pays comporte comme faisceau de convergence et de réclamation, vous devinez qu'on ne puisse pas avoir tout de suite les résultats escomptés. Une fois encore, je garde l'espoir que les couacs seront corrigés et le Bénin va innover encore en Afrique avec une réforme du système partisan qui va forcer admiration et respect. Madame Célestine, nous en avons... Merci pour ces innovations qui montrent tout l'intérêt de ces réflexions. Puis, je te préviens, je suis en regard de complicité avec le sémien maître de cérémonie, mais maniaque sur le timing, on va devoir bousculer un peu plus vite. Voilà. Vos convictions sont formelles au sujet du profil des gouvernants. On devient président non par accident, mais par deux occurrences. La rencontre d'un homme ou femme avec le peuple et à la faveur de circonstances. Mais en page 171 et 172, vous théorisez sur une condition sine qua non d'accès à la fonction présidentielle. Pour le bon fonctionnement des peuples, rien de grand et de durable ne se fait politiquement s'il manque aux serviteurs ou aux futurs leaders ce qu'il est convenu d'appeler le temps de l'apprentissage. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, ma question c'est, pour l'avenir du pays, faut-il alors sanctuariser cet impératif d'apprentissage de la gouvernance comme critère majeur d'accès aux hautes fonctions du chef d'État? Alors, il faut constitutionnaliser l'apprentissage. Ok, donc c'est sanctuariser cette constitution. Voilà. D'accord. Vous demandez si on doit constitutionnaliser l'apprentissage. En tout cas, oui. Non, non, madame, non. Vous savez, dans la vie, les choses essentielles ne sont jamais constitutionnalisées. Jamais. Les choses importantes sont constitutionnalisées, mais les choses essentielles ne sont jamais constitutionnalisées. J'ai appris la différence entre l'important et l'essentiel chez les jésuites où j'ai été faire une retraite. Et donc, Jésus qui a rendu visite à deux sœurs, une autre qui faisait le repas et l'autre qui s'assoit au pied du maître en train d'écouter la parole. Et l'autre dit, mais dites-lui de venir m'aider. Jésus dit, elle a choisi la bonne part, elle a choisi l'essentiel. Les choses essentielles, madame, ne sont jamais constitutionnalisées et l'homme est essentiel. Vous ne pouvez pas constitutionnaliser l'homme. Parce que quand vous constitutionnalisez quelque chose, vous voyez, les gens trouvent toujours les moyens de contourner les lois. Les tentations. Donc l'homme ne peut pas être constitutionnalisé et l'homme est l'essentiel dans l'apprentissage. Donc je voudrais seulement que ceux qui s'engagent en politique comprennent que personnellement, quand vous n'avez pas le parcours, quand vous n'avez pas le niveau pour faire ça, ne rentrez pas dedans pour faire de la politique le business. Parce que la politique, c'est pas du business. J'ai entendu dans ce pays des gens dire c'est du business. La politique, c'est servir. C'est pas du business. Et donc, l'apprentissage est nécessaire. Et quand vous n'avez pas fait ça, reconnaissez humblement que vous ne l'avez pas fait. Vous serez toujours utile à autre chose dans la République. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, la République, c'est le service. Et nous serons toujours utiles. La République, c'est le lien opposant, mouvant. Tout le monde est dans la République et tout le monde doit travailler à bien faire fonctionner la République pour ne pas mettre en péril l'idéal national. Vous avez dans Conviction dénoncé, fustigé justement cette différentes tentatives de remise en cause des appuis démocratiques, du processus démocratique, des fondations démocratiques de nos nations africaines, essentielles pour bâtir des républiques fortes et réussir le projet nation. Aujourd'hui, vous dénoncez surtout la prise en otage du débat idéologique. Vous avez dit, citation,
qu'il y a comme une sorte de silence idéologique qui met en péril nos républiques et le processus démocratique. Alors dites-nous pour finir, et après vous passez peut-être un message essentiel à retenir dans Conviction. Est-ce que vous avez réellement le sentiment que nous sommes tombés en crépuscule démocratique et comment est-ce qu'on restaure le débat démocratique, le débat idéologique? Nous venons aujourd'hui, 28 février, de boucler 31 ans seulement dans notre marche démocratique, contrairement à d'autres qui ont fait déjà 200 ans et plus. Nous sommes à nos débuts et on ne peut pas perdre espoir. Malgré les reculades qu'on a connues, on ne peut pas perdre espoir. Je garde l'espoir que ça peut se faire. Ça peut encore se faire pour peu qu'on accepte que c'est une méthode. Il faut adopter une démarche méthodologique. Et sans la méthode, on ne peut pas. La plaquette sur la réforme du système partisan structuré en 3 parties nous dit qu'est-ce qu'un parti politique. Vous savez, dans ce pays, beaucoup ont créé des partis sans savoir qu'un parti, c'est une idéologie. Ils ne savent pas. Ils sont de bonne foi, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est un groupe de pression pour avoir des postes. Mais il faut expliquer. Il faut que le dirigeant qui arrive ait la patience d'expliquer et de leur dire que sur l'échiquier mondial, nous n'avons pas 10 000 valeurs. Nous n'avons pas 100. Nous avons l'extrême gauche, l'extrême droite. Nous avons la gauche modérée, la droite modérée et le centre. Et toutes ces obédiences ont des valeurs qui leur sont collées. Et vous demanderez donc aux différents partis d'aller se loger dans ces obédiences-là. Je crois que méthodiquement conduite, les gens vont comprendre et nous allons y arriver. Je ne perds pas espoir. Puis, on va, pressé par le maître de cérémonie, peut-être demander à Madame Zanou de nous laisser un message essentiel à retenir de conviction pour la postérité. Mais avant, j'ai quand même une toute petite question. Est-ce que vous êtes en hibernation politique? Ah oui. Puisque vous avez l'avantage d'avoir déjà de l'apprentissage et vous avez eu la chance d'une rencontre avec le peuple qui n'a pas prospéré. Alors, vous êtes en hibernation, le temps que des circonstances favorables viennent vous tester de la... Ah, vous avez sorti le mot. Non. On n'est pas engagé comme je le suis pour entrer en hibernation. Je ne suis pas en hibernation. D'ailleurs, si je l'étais, je n'allais pas sortir ce document. C'est vrai que je suis appelé sur certains fronts et quand vous êtes sur ces missions-là, vous avez eu des obligations de réserve. Et ça fait que les Béninois ne m'ont pas vu comme ils ont eu l'habitude de me voir il y a quelques années. Mais je ne suis pas en hibernation. Je vous réponds tout simplement, j'attends la circonstance. Et la circonstance, elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas des hommes. Elle dépend de la providence du Créateur. J'ai été appelée une fois. Je ne sais pas encore quand est-ce que je serai appelée. Merci. Merci, madame. Je vais être provocateur. Je sens dans ces ovations qu'on brûle de voir venir l'horizon 2026 pour que la circonstance se produise. Elle peut se produire demain. D'accord. Merci.